professeurs, monsieur le conseiller culturel, chers amis de la Bibliothèque nationale, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour suivre avec nous l'intervention du professeur Jean-Marie Durand, chaire d'assyriologie au Collège de France. Donc c'est notre avant-dernière conférence organisée avec l'IFC et le Collège de France. Donc la prochaine conférence se passera ici même le 12 juin prochain. Elle sera présentée dans le domaine de la génétique par la chaire de la génétique. Donc je vous y convie, bien sûr, en cette fin d'année. Il commence à faire chaud, mais vous êtes là, ça donne chaud au cœur. Vous êtes les bienvenus. Je donne la parole à notre professeur Fantar, qui m'avait initié à la faculté, à l'histoire ancienne, à l'histoire de la Mésopotamie. Je suis émue de le recevoir et je lui donne la parole. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça me rajeunit parce que, comme je la vois très jeune, ça me fait vraiment grand plaisir. Je me dis, bon, je n'ai pas ce que je n'ai pas encore vieilli, donc par conséquent, ça va très bien. Bien, bien entendu, le professeur Jean-Marie Durand est une personnalité très importante dans le domaine des sciences assyriologiques. Il est professeur au Collège de France. Il a eu une formation, d'ailleurs, pas seulement sémitique. Il a commencé par faire du grec, de l'indien, et puis ensuite, il se trouve dans cet univers absolument extraordinaire, l'univers des sémites. Et évidemment, sans doute, grâce à cette rencontre de l'indo-européen et des sémites, que nous devons son génie et que nous profitons de tout son savoir. Être historien des origines. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi que le professeur Jean-Marie Durand a fait toutes ses études secondaires au lycée Carnot. Il est inusois, donc il est du nôtre. Nous sommes très heureux et très honorés de voir Tunis engendrer finalement un très grand savant dans ce domaine qui nous passionne. Être historien des origines. Bien entendu, d'abord, être historien, c'est déjà un programme assez, disons, compliqué, assez riche. Des origines encore passionnant, parce qu'au fond, nous nous interrogeons sur les origines. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Les origines. Mais est-ce que le professeur va nous parler de ça? Je ne sais pas, on va voir. Mais les origines... en 1957, il y a eu un livre écrit par je ne sais pas, c'est un Américain, je crois, Kramer, qui a dit l'histoire commence à Sumer. Et est-ce que ce sont ces origines-là? Peut-être aussi. Mais nous savons aussi que dans la Bible commence par l'histoire des origines, la Genèse. بسفر التكوين البداية. Donc تاريخ البدايات, histoire des origines. Bien entendu, c'est très passionnant et nous sommes envahis par beaucoup de questions et je peux simplement m'adresser au professeur pour lui dire, au fond, vous allez nous parler histoire des origines. D'abord, est-ce que vous nous dites être historien, est-ce que c'est un vœu? Est-ce simplement nous dire comment s'outiller pour pouvoir faire histoire des origines, ou bien parce qu'on a la chance d'avoir trouvé des choses qui peuvent remonter jusqu'aux origines, que vous allez nous parler de l'historien des origines? Eh bien, je crois que pour toutes ces questions, je vous laisse la parole et c'est avec un très grand plaisir et un très grand profit que nous allons vous écouter et je dirais avec à la fois profit et admiration. À vous la parole, professeur. Merci.
Voilà quelle richesse, quelle profusion d'informations sur, au fond, sur le métier d'historien aussi. C'est une leçon sur de le dur méthodologie. Métier d'historien. Hein? Sur le dur métier d'historien. Dur métier d'historien, c'est la méthodologie, la manière de traiter l'information, de faire attention, de lire le silence. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui nous montre, au fond, combien nous devons être modestes, même quand on a beaucoup de richesses et beaucoup d'informations. Finalement, on s'attendait à pouvoir reconstituer une vie ou pouvoir reconstituer la vie quotidienne, par exemple. On le peut assez bien. On le peut assez bien parce que on sait ce qu'il mange, on sait comment il mange, on sait comment il s'habille. Tous ces détails-là, les textes sont assez riches pour le savoir. Mais l'historien essaye de savoir un petit peu plus sur la société, sur la philosophie, sur les exigences de vie, en quelque sorte, etc. Oui. Et ça apparaît, mais il faut apprendre à le lire. C'est ça. Ça ne vient pas, on a l'impression que, vous avez une documentation extraordinairement riche de 25 000 textes, vous n'avez qu'à les lire. Eh bien, si vous ne faites que les lire, vous avez fait de la philologie. Si vous voulez rentrer à un niveau d'interprétation historique et démonter les choses de l'intérieur, alors, excusez-moi, parce que j'ai l'impression de me jeter des fleurs, il faut être plus malin qu'un simple lecteur. Mais enfin, il y a des astuces. Voilà, il y a des astuces. Oui, des pièges de l'information aussi, dont il faut... Dans lesquels on tombe régulièrement. Régulièrement. Alors, ça ne plaît pas aux collègues qui sont de l'extérieur, qui vous lisent pour vous citer, et vous leur dites à ce moment-là, ah oui, mais ça c'est ce que je pensais l'année dernière, mais maintenant j'ai changé. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle la vie de la recherche. Vous connaissez vous-même, n'est-ce pas, le plaisir qu'il y a à changer d'idée. Ah oui, absolument. C'est un acte de liberté, expression de liberté. Dont il faut abuser. dont il faut se servir. Alors, منها كلمة للأستاذ الأساتذة الذين لا يحسنون العربية، رأيتم أن هذا هو في الواقع درس حول طريقة منهجية المؤرخ والصعوبات التي يجدها المؤرخ حتى عندما يكون أمام مجموعة كبيرة من الوثائق ومن المعلومات. قد تكون هذه المعلومات واضحة، ولكنها فقط هي واضحة بالنسبة لقراءة أولى، ولكن قد تحجب هذه القراءة الوثيقة الواضحة، قد تحجب المعلومة الصحيحة. ثم من غير شك في محاضرته الأستاذ بيّن أن 25,000 وثيقة تنقسم إلى وثائق إدارية ووثائق ورسائل أحيانا تكون واضحة، هناك رسائل ونصوص معناها تتجاوز 150 سطر في الوثيقة، وأحيانا هناك وثيقة قصيرة جدا قد تقول فقط تعلم أن حامل هذه الرسالة يريد أن يكون له لقاء مباشر مع الملك حتى يحدثه، ومن غير شك طريقة لأن يبقى يعني يحتفظ بالسر ويكون في وقاية خاصة من الوزير أو من الشخصيات الموجودة هناك. فالواقع كان درس حقيقة ممتع جدا، لأنه يعطينا أيضا شيء من التواضع أمام الوثائق، والتواضع يعني الإنسان ينبغي أن يكون محترز أمام ما يقال له ويتقدم شيئا فشيئا. وهذا وشيء قاله أيضا هام جدا، يقول في الواقع هذه الوثائق 25,000 هي ومضات، ليست منها نصوص إعلامية، بل هي ومضات إعلامية، وقد تكون أحيانا تتناقض ومنها بعضها ينسخ بعض البعض. فكان كما قلت لكم هو منها درس في المنهجية وفي
من الطريقة التي ينبغي أن يتوخاها المؤرخ في معالجته للوثائق التي يعثر عليها. معناها finalement, nous avons surtout de la méthodologie et disons, et de la prudence que l'historien, le chercheur, l'enquêteur, finalement, parce que c'est de l'enquête. Finalement, qui a dit, je crois que c'est à propos de Mésopotamie qu'on a dit que l'historien est le détective du passé. Et le détective ne se laisse pas tromper par les apparences. Il va au-delà des apparences et parfois il reste en deçà aussi de ce qu'on lui dit. Eh bien, je ne veux pas accaparer la parole. Maintenant, c'est au public de vous poser des questions. Je sais que vous êtes... ou de faire des remarques aussi, pourquoi pas. Je sais que vous êtes généreux et que vous pouvez enrichir, enfin, disons, accepter le débat. Voilà, si vous... Oui, il y a quelqu'un qui, tout de suite... Oui. Est-ce qu'il y a des informations sur les mathématiques? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, des réformes, une réforme importante de l'écriture à Mari, où l'écriture archaïque a été remplacée par l'écriture qu'on a fait venir de Eshnoula. Non pas de Babylone, mais de Eshnoula. Et on a appris, naturellement, à compter en même temps qu'à écrire. Mais ce qui est important, c'est qu'on se rend compte, c'est une thèse qui a été faite par un de nos plus brillants étudiants, il y a deux façons de compter. Il y a les façons de compter à l'irakienne, en quelque sorte, je dis irakienne, c'est-à-dire sumer-akkad, qui mélange par 6 et par 10. C'est-à-dire qu'il faut 60 cycles pour faire une mine, 60 mines pour faire un talent, etc. Ça, c'est le compte normal par 6. Et puis, il y a le compte de l'Ouest, qui est de 10 en 10. Qui est de 10 en 10. Et alors, il y a une façon savante qui est de se servir de la façon babylonienne, qui est celui avec lequel naturellement, on rédige le texte. Et puis, sur le côté de la tablette, on reprend le compte en position 10. Et tout à fait au début, on ne comprenait pas. Et quand on voyait 120, et on voyait après 2000, on se disait, ça veut dire 120 cycles. Chose comme ça. Donc il y a deux façons de calculer. Et ils avaient une façon de calculer AE qui était de 10 en 10. Et le problème, c'est que quand on compte dans un système qui n'est pas celui dans lequel on a l'habitude de le pratiquer, on a toujours besoin de rajouter à côté quelque chose. C'est comme les gens qui, n'ayant pas bien compris ce que c'était que les euros, mettent les francs à côté pour bien comprendre l'énormité de la somme. C'est à peu près pareil, les deux computent. Merci, professeur, de nous avoir donné l'envie de découvrir encore plus d'informations sur ces documents fabuleux. J'ai eu une petite question justement de savoir où sont ces tablettes. Elles sont encore bien gardées, sachant tout ce qui s'est passé, l'histoire malheureuse en Irak, concernant... Les tablettes ne sont pas en Irak, elles sont en Syrie. Elles sont à Deir ez-Zor, dans le basement de bien gardées. De Deir ez-Zor. Et justement, mon autre question, c'est à propos justement des recherches qui ont été effectuées. J'imagine qu'il y a beaucoup pas mal de spécialistes qui se sont penchés avant vous, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, il y a encore d'autres chercheurs qui essaient de faire peut-être d'autres lectures de ces tablettes? Merci. Nous sommes une recherche vive. Il y a une équipe qui travaille avec beaucoup de jeunes, beaucoup de thèses qui sont en train dessus. Mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé. Ils ont bien travaillé, mais le problème est que il y a une sorte de mutation du questionnement. C'est-à-dire que nous ne lisons pas les tablettes de la même façon qu'eux. Eux, ils l'ont pris. Quand ils ont découvert, mon maître Georges Dossin a été le premier lecteur de textes dans lequel il a commencé par recenser en disant il y a. Et puis après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des dossiers qu'il fallait présenter par ordre chronologique,
par distribution géographique. Et alors, la situation ne se présente plus de la même façon. Si vous savez, par exemple, que deux événements qui sont intéressants en eux-mêmes dépendent l'un de l'autre, automatiquement, le sens change. Nous ne questionnons pas de la même façon les documents. بالحقيقة أنا آسف جدا لأنني لا أجيد الفرنسية ولكن مع ذلك سوف أشكر الأستاذ على هذه المحاضرة وبالأسلوب الذي كان يرسل فيه الأقدمين وبالأخص في ماري تحياتهم إلى الآخرين فسوف أقرأ باللغة البابلية اللي كانت تستخدم في منطقة ماري وأشكر الأستاذ عليها وهي كالآتي أنا أمية جون ماري دورانت قبيمة إلى الأستاذ جون ماري قل ما يلي فوزي رشيد ما هكذا يقول فوزي رشيد إيلم راب دنم أشمية أومي درش لبلدك ليت الإله العلي القدير من أجلي أن يحميك ويحفظك على قيد الحياة وشكرا جزيلا. Ça, c'est un message que vous êtes adressé. He speaks good Akkadian. Oui, oui. You speak good Akkadian. And do you write Akkadian too? الأستاذ منها رأيت منه وقرأ تكلم باللغة الأكدية في ماري نعم نعم ماري دي في كل حد كاش ينطق منها هذا الاسم donc voilà si vous avez oui Oui, alors j'aurais peut-être deux petites questions éventuellement. Oui. D'abord, vous avez comparé l'écriture de la mémoire chez les assyriologues à l'écriture de la mémoire chez les dans le monde que vous étudiez, à l'écriture de la mémoire dans le monde gréco-romain. Et je ne sais pas si vous avez comparé l'écriture de la mémoire dans le monde dont vous vous occupez à l'écriture de la mémoire en Extrême-Orient. D'une part, ça c'est la première question, puis peut-être une petite deuxième question. Je ne sais pas si l'assyriologue y croit à la répétition dans l'histoire. Voilà, éventuellement, ce que vous en pensez. Un examen important dans ma vie, je prends la seconde, a été lorsque j'étais à l'oral devant Michel Foucault, qui m'a posé comme question est-ce que l'histoire peut se répéter ? Vous voulez savoir la note qu'il m'a mise ? Votre réponse. Je ne sais plus exactement, mais ce qui est important, c'est qu'il m'a mis 8 sur 20. Ce qui ne m'a pas empêché de réussir mon examen. Vous savez ce qu'on dit ? On dit que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle balbutie. Ça, c'est des choses... on en a parlé ce matin, vous auriez dû venir, on en a parlé ce matin. J'ai une vision précise de l'humanité, c'est-à-dire que je n'en fais pas quelque chose de trop haut. Je pense que dans les mêmes situations, les hommes répondent de la même façon. Ça, c'est le fait humain. Ça relève de ce que j'appelle la psychologie comparée. Alors, si vous comparez toutes les civilisations, il y a des choses qui se ressemblent parce que c'est partout des hommes. Hein, et qu'ils ne vont pas chercher, ils n'inventent pas des choses extrêmement nouvelles. Ils n'inventent pas des choses extrêmement nouvelles. Alors, du côté de l'Extrême-Orient, que voulez-vous que je vous dise ? Qu'espérez-vous que je vous dise ? Non, mais bon, les civilisations là sont pas tout à fait pareilles quand même, hein, parce que
Alors là, on est quand même dans une tranche de vie extrêmement restreinte, si vous avez regardé, si vous écoutez ce que je vous disais, c'est-à-dire 22 ans. 22 ans. 22 ans, c'est-à-dire qu'on voit au maximum le père et le fils. Donc la commémoration, elle n'a pas le temps de se faire. Et quand la commémoration se fait, elle se fait d'une façon anonyme. C'est-à-dire ce sont les ancêtres. On serait bien content s'ils nous parlaient de leurs ancêtres, par exemple, que le roi de Marie remonte un petit peu sa généalogie de 10 générations, comme le font les rois d'Assyrie, par exemple. Alors là, ou ce que l'on a dans le monde classique, par exemple. Ça serait magnifique, mais malheureusement, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Oui. Alors, moi aussi, je voudrais poser 2 questions, mais elles sont assez limitées dans l'espace et le temps. Il y a un village qui était une île dans l'Euphrate et qui a été inondé. Et il paraît que ce village était habité par une civilisation très ancienne. Alors, je ne sais pas si vous avez des renseignements sur ce village-là et sur la religion à cette époque, sur les dieux de cette époque. Est-ce que vous avez des renseignements? Les religions de Marie? Oui. Alors, je peux vous l'apprendre en première. Je suis en train de relire les épreuves de la religion en Syrie à l'époque amorite. Ça fait 450 pages. Si ça vous intéresse, laissez-moi votre adresse. Je vous l'enverrai. J'y livre tous mes secrets sur la religion. Hein? Vous allez la convertir. Mais ce sont des religions à laquelle on ne se convertit pas. On y appartient, mais on ne se convertit pas. Je sais pas. Mais alors, je suis très intrigué. Quelle est cette civilisation qui a été submergée dans une île? Monsieur Fawzi Rachid, il faut que vous répondiez. Anna, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas très ancien, c'est attesté dans les textes de Marie, bien sûr. Et sous le nom de Hana, ça signifie les sources, théoriquement. Mais alors, il faut demander aux Irakiens qui sont là, parce que c'est eux qui ont dirigé les fouilles de Hana. C'est en dehors du domaine syrien. Alors, ça appartient du royaume de Zimrilim, mais je ne réclame pas au nom de la Syrie tout le royaume de Zimrilim. Hein, bien sûr, c'est très célèbre. C'est très célèbre. Et on a retrouvé dans cette région des textes de l'époque de Marie qui donnent le recensement de l'armée avec les... Dominique Charpin a publié des choses sur le recensement des soldats venant de la région de Hana, même de l'aval de Hana. Oui, mais ce n'est pas la seule, peut-être. Moi, je voudrais poser une question qui ne serait pas de la philosophie ou de la grande histoire. Et qui parle? Moi, je suis oui, d'accord. Je suis là. Moi, je suis intrigué un tout petit peu par le quotidien. Oui. Un petit aperçu sur, disons, est-ce qu'ils ont maîtrisé la fermentation? Est-ce qu'au niveau des récoltes, où est-ce qu'ils en étaient? Est-ce que par rapport aux Égyptiens, ils étaient en deçà? Pas de rivalité avec l'Égypte, s'il vous plaît. Ah. L'Égypte, vous avez eu mon collègue égyptologue parmi vous. Il vous a donné satisfaction complètement. Absolument. Non, maintenant c'est fini, on parle de la Mésopotamie. Oui. Alors, la fermentation, qu'entendez-vous? La fermentation du vin ou du lait? Du pain, en premier lieu, dans les grandes civilisations, on a commencé par le pain, non? Mais pas du tout. Ah bon? Mais pas du tout. Pour l'historien, le plus important, c'est la fermentation du lait pour former le fromage, le yaourt et tout ça. Ça, c'est bien plus important, parce qu'avec du vin, vous faites oublier les misères du monde, mais avec le lait et le fromage, vous le nourrissez. Là, on voit que vous êtes un moderne, mais que vous n'êtes pas un homme de l'Antiquité. Non. Je pense qu'il aurait préféré du fromage à du vin. Hein. Vous voyez les problèmes? Oui, vous voyez les problèmes. Oui. Cela dit, le vin a toujours été apprécié dans toutes les civilisations
y compris dans la civilisation islamique. Oui, on en a parlé hier. Le problème du vin, c'est que il faut le transporter. Et que si vous transportez le vin trop loin, ça devient du vinaigre, où ça perd son taux d'alcool. Alors, à Mari, le vin arrive de Carchemish ou de Alep, et on a remarqué qu'il y a toujours, vous avez le responsable de la remarque devant vous, ce qui vous montre que je ne néglige pas le vin, on fait toujours à côté de la jarre de vin, il y a un petit pot de miel. Devinez pourquoi? Devinez pourquoi? Parce qu'à la fin du voyage, on met le miel dans le vin et la fermentation repart. Eh bien oui, manifestement, les bouilleurs de cru, ça ne vous concerne pas. Hein? عفوا من خلال صفتنا نشكر البروفيسور على المحاضرة وأيضا نحب أن نحييه في تونس باللغة ماري نقول له يعني إن شاء الله نشوفك في العام القادم هنا نقول له إينا كلي شتي لو شلماتي لو بلطاتي هذه التحية. هذه تحية il vous a adressé une salutation dans la langue de Marie. Vous souhaitons la vie. Est-ce qu'il sait comment il m'a parlé? Oui. Il m'a parlé comme je parlais à mes bédouins quand il me disait je suis trop fatigué, je lui parlais au féminin. Il m'a parlé au féminin. On ne dit pas louchalmati, monsieur, on dit louchalmat. Non, louchalmat, louvaltat, في الجمع احنا قلنا لك. louchalmati loubaltati. بالنسبة لمملكة ماري نشأت في الألف الثاني قبل الميلاد كقوة لها سيطرة خلينا نقول تجارية أو سياسية. أحب أعرف من البروفيسور هناك علاقات بين مملكة ماري ومملكة دلمون في الخليج العربي بعد منتصف الألف الثاني ظهرت في الوثائق اللي تفضل وأشار إليها على أنها 25,000 وثيقة أو رقيم طيني. هناك إشارات إلى نصوص اقتصادية وعلاقات تجارية وتبادل تجاري عبر نهر الفرات اللي كان يربط ماري بدلمون عن طريق الخليج العربي. هذه الوثائق الاقتصادية هل ذكرت شيء عن الخليج العربي وماذا أسمت الخليج العربي بذاك الوقت في حين أن هو سيد العارفين بأن الخليج العربي في اللغة الآشورية يسمى نار مرات أي النهر المر أو المالح إلا أنه عرض علينا الوثيقة وأسماه بالخليج الفارسي. شكرا. Oui, j'ai pas tout compris. Il me pose la question, savoir si, d'abord qu'il y a des relations entre Marie et Delmoun. Dilmoun, oui, bien sûr. Et ces textes... ils sont de l'époque de Samsiadou. Ils sont de l'époque de Samsiadou. C'est quelque chose d'extraordinairement compliqué à comprendre. Il y a une ambassade qui est remontée de Dilmoun par Marie jusque chez Samsiadou, et montrant que les Amorites sont allés jusqu'à Dilmoun. Mais vous voulez me faire dire qu'il y a des rapports entre le Golfe et l'Irak et... C'est dangereux de me faire dire des choses de ce genre. Je ne fais aucune comparaison entre le monde moderne et le monde ancien. On est dans l'Antiquité pure. Dans l'Antiquité pure. Nous avoir déclaré notre lanterne sur cette période si lointaine de l'histoire. Et je voudrais savoir s'il s'agit bien de la première langue, le Sumar, le royaume de Marie, s'il s'agissait de la première langue connue de l'histoire. On sait que les Phéniciens prétendent que c'est eux qui ont inventé l'alphabet et que, la deuxième question, quelles sont les langues les plus proches de cette langue de Marie qui est soit la plus ancienne ou une des plus anciennes? Les Phéniciens n'ont pas prétendu
d'avoir inventé la première langue. C'est les Grecs qui ont prétendu ça. Mais les Phéniciens, si on avait un texte en phénicien nous disant qu'ils ont inventé l'alphabet, ça serait extraordinaire. Mais ça, c'est jamais. Et puis, de toute façon, alors il y a le problème de savoir est-ce que ce sont les Phéniciens ou est-ce que c'est Ougarit. Mais là aussi, ça a des implications modernes dans lesquelles je ne veux pas rentrer, parce que c'est un sujet brûlant. Hein. Je viens d'un pays dans lequel la réponse n'est pas facile à faire. Ici, on peut tout dire. Ah Monsieur Fantard, vous ne me ferez pas dire tout quand même. Bon, ça c'est un premier point. La deuxième chose, la langue de Marie, ça représente ce que l'on appelle la langue de l'Est, le dialecte de l'Est. Dans les langues sémitiques, il y a un grand clivage par rapport aux formes verbales. Si vous prenez les formes comme Yaprus ou Iprus, dans un certain niveau de langue, ça signifie le passé. Ça, ce sont les langues archaïques. Et puis, après l'époque moyenne, ça signifie des formes présentes et futures, genre de l'arabe, par exemple. Bon. Et là, il y a un grand clivage. Et ce sont deux sortes de langues qui ne se ramènent pas. On ne sait pas comment il y a eu cette bascule de l'un à l'autre, parce que les systèmes se sont étoffés et qu'ils ont été reconstruits. Et à l'heure actuelle, l'arabe est tellement parfait parce que ça représente une langue qui a été reconstruite harmonieusement, mais ce n'est pas une forme archaïque. Bon, mais il nous manque les documentations entre. Mais il y a le grand clivage entre Yaprus et Iprus, selon que l'on est dans l'ouest ou que l'on est dans l'est. Iprus du côté de Babylone, Yaprus du côté de Marie ou du côté de l'ouest. Ça, ce sont des formes passées. Mais après, ça devient des formes, ça a basculé du côté de l'inaccompli. Alors, bon, il y a beaucoup à découvrir. Mais Marie appartient à ce sémitique qui commence au 3e millénaire, qui va jusqu'au début du 2e millénaire. C'est une langue archaïque. On ne connaît rien avant, comme sémitique. C'est bien après. De quoi parlez-vous? C'est bien après. Oui, mais l'hébreu est une langue très, très, très récente. Très récente. L'arabe est une langue extraordinairement logique et extrêmement construite, extrêmement claire, et qui a servi de modèle pour la reconstruction des langues sémitiques. Mais il est bien évident que quand on regarde les formes de Babylone, par exemple, il y en a beaucoup moins que dans le monde, en arabe. Et quand vous regardez Marie, il y a beaucoup moins de formes que dans la forme babylonienne. Les infixes en ta, par exemple, en Babylone, vous en mettez 2 à la suite, ta, comme cela, Marie, jamais. Donc on voit les systèmes qui évoluent, qui se complexifient. Mais les langues évoluent et sont comme les humains, elles deviennent de plus en plus complexes. Hein, ce sont des choses... Quelle est la part de littérature et de poésie dans les textes que vous avez consultés? Alors, la poésie est très souvent orale à l'époque, mais il y a un de nos jeunes docteurs qui va éditer quelque chose qui sera un des plus beaux poèmes en langue sémitique ancienne, qui est l'épopée de Zimrilim, et qui représente 120 vers d'une beauté absolument incroyable, qui représente le jeune roi qui part à la conquête de son royaume et qui revient pour faire l'adoration devant Dagan à la fin de sa... C'est une œuvre unique de l'époque amorite qui est restée pour louanger le roi. Mais à côté de cela, il y a beaucoup d'autres œuvres qui ont été connues, qui ont été orales et qui ont été perpétuées ensuite et dont on a des échos dans la poésie récente de l'époque de babylonien, moyen babylonien, néo-babylonien. Mais ça, c'est au niveau... L'épopée de Gilgamesh fait partie de cette... L'épopée ancienne de Gilgamesh a beaucoup de thèmes amorites dedans, et puis ensuite, c'est devenu l'œuvre majeure de la forme de l'Est, mais l'épopée que nous connaissons, c'est une édition qui a été faite dans les rois sargonides d'Achour. C'est une œuvre récente,
Mais de la même façon, si vous prenez Homère, ce que nous connaissons, c'est la version du IIIe siècle avant le Christ, faite à Alexandrie, c'est-à-dire une œuvre qui a été repensée par des gens qui connaissaient très bien la langue, qui avaient un goût parfait, qui ont fait l'œuvre que nous connaissons. Mais avant, il y a des formes foisonnantes dont nous n'avons que des fragments. Et alors, pour Gilgamesh, comme c'est du grec, tous les manuscrits ont disparu, mais pour Gilgamesh, nous avons sur les tablettes des versions archaïques, fragmentaires, qui s'ajoutent à la grande version du dernier Gilgamesh. Donc nous savons beaucoup plus sur la poésie cunéiforme que sur la poésie grecque, parce que les manuscrits grecs sont très récents, alors que les nôtres sont beaucoup plus anciens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est merveilleux, c'est d'une richesse absolument exceptionnelle. Moi, j'ai voulu vous poser, justement, en vous écoutant parler de l'incendie du palais de Marie, et que ces tablettes en argile, finalement, se sont, disons, conservées grâce à ce feu. Mais est-ce que, je ne sais pas, quand j'ai entendu parler de four qu'on faisait, qui était déjà, on faisait cuire finalement ces tablettes. Ça vient d'Ougarit. Ah, Ougarit. C'est Ougarit, mais alors on ne croit plus. Ah, d'accord. On ne croit plus ça parce que on croyait qu'on avait trouvé les tablettes en cours de cuisson. Oui. Lorsque la ville a été prise et détruite, alors la ville a brûlé et la maison dans laquelle il y avait le four, il y avait les tablettes à brûler en ce moment-là. Mais l'examen de la date des tablettes montre que ce n'est pas possible parce qu'elles sont bien antérieures à la ruine de la Donc les tablettes n'étaient pas cuites. Elles étaient en argile finalement séchées. You must ask that to the specialist you have disturbed. Oui, القضية هو أنه في متعلق بشيء الرقم. هل كانت تشوى إثر الكتابة أم؟ منها نعم تشوى وقسم منها لا. أكثر العقود اللي تستخدم لفترات مؤقتة لا تشوى لأنه بعد ما تنتهي مفعولها تكسر. نعم. فإذا تكون مشوية ربما تترك أثر وتبقى. نعم. La réponse du professeur est, disons, modérée parce qu'il nous dit il y avait certes quelques tablettes qui étaient sûrement cuites, mais ce qui est vraiment quotidien, ordinaire, n'était pas cuit. C'est ça. C'est un très grand travail de faire cuire des tablettes, parce que quand vous faites cuire des tablettes, l'argile en général n'est pas homogène de tablette en tablette. Si vous faites cuire une par une, ça prend un temps considérable. Si vous faites les cuire ensemble, vous avez une explosion de tablettes, parce que la courbe de cuisson dépend énormément de la composition des tablettes. Alors, si vous faites cuire 20 tablettes ensemble, vous en aurez 2 intactes et 18 cassées. Je ne vous le recommande pas. C'est ça. Bon, d'accord. Et voilà, donc, je crois en votre... Oui, vous avez une question à poser? Oui, Fadal. Professeur, je voudrais donc savoir 2 questions. Les tablettes, en quelle année ont-elles donc découvertes? Et ma deuxième question, est-ce que donc tous les textes ont été publiés ou est-ce qu'il y a encore des textes qui restent 25 000 tablettes. Vous imaginez que la réponse, c'est que non, elles ne sont pas toutes publiées. Alors, les tablettes ont été trouvées de 36 à... Le gros a été trouvé entre 36 et 39. Les tablettes ont été trouvées par paquets énormes. Parce que quand ils sont rentrés dans les salles, ils ont trouvé les salles remplies de tablettes. Bon. Alors, les documents ont été publiés. Vous savez, ce n'est pas évident de comprendre une tablette. Hein. Ce n'est pas évident. Parce que le démon de la sériologie veut que les tablettes bien conservées n'ont aucun intérêt et que les tablettes intéressantes sont fragmentaires. C'est ce que j'appelle le travail du démon assyriologique. Oui, voilà, oui. Hein? C'est toujours comme ça. Quand le texte est intéressant, il se casse. Il est cassé. Bon. Et le roi Hammurabi lui a répondu. Alors on lui a dit, c'est cassé. La tablette est cassée au milieu. C'est comme ça. Alors il a fallu faire des joints, il a fallu tout rassembler, il a fallu faire cuire une partie des tablettes parce que les tablettes sont extraordinairement salées.
Donc il faut faire partir le sel qui a tendance à remonter et à détruire la tablette. I'm speaking about salt inside of the tablets. You know the problem, of course. Et alors, naturellement, tout ça, c'est très long. Alors, à partir d'un moment donné, il y a le procédé, vous savez, des nains qui montent sur les épaules des géants. Bon, à partir du moment où des gens ont commencé à faire le travail, d'autres viennent après et recueillent les fruits, et puis ils montent dessus, et puis d'autres montent encore dessus, etc. Alors, moi, j'ai pris la direction de ces tablettes en 1982. Bon, ce qui ne nous rajeunit pas, mais ce qui montre quand même que j'ai mis longtemps, depuis la découverte, à les prendre. Je les ai pris en bout de course. J'essaye, je fais I do my best. Bon. Et puis après, j'espère que les jeunes seront plus beaux et plus intelligents que moi et ajouteront le facteur rapidité. Mais vous savez, si vous voulez, venez nous aider. Hein, il y a de la place, oui. Merci de me donner la parole, professeur Fanta. Je voudrais remercier le professeur Lizard pour son bilan d'historien de l'origine. Il reste que je ressens une certaine ambiguïté. Je vais vous dire pourquoi. Puisque vous parlez d'origine. Dans mon champ inconscient-conscient, je comprends origine du monde, origine de la création. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez évacué la place des sciences, des religions. Lesquelles sciences de religion présentent une composition, je dirais, très complète et très scientifique à nos jours, à savoir qu'elle est basée sur la grande histoire, un grand H, l'histoire comparée, la théologie, l'ontologie, l'anthropologie, les sciences sociales, la psychologie et j'en oublie. Il reste que, puisque vous avez parlé des plaquettes chiffrées, justement, dans les sciences des religions, on se réfère à ces plaquettes chiffrées sans pour autant parler de l'Empire de Marie, en ce sens que pour les sciences religieuses très anciennes, dont il ne resterait que des documents vraiment, disons, historiques, mais... Je vais vous répondre très simplement. Ce sont des archives d'État, des archives qu'on a trouvées dans le Palais Royal. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur les religions du monde si on avait les archives de l'Élysée à Paris? Écoutez, je vais vous répondre. C'est la question. Je vais vous répondre. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Il n'y a pas... Vous avez oublié, je m'excuse de vous interrompre, ce qu'avait dit Hérodote en ce qui concerne le peuple égyptien, qui était le peuple le plus religieux du monde. Et grâce, justement, aux sciences théologiques de l'Égypte, aux écritures pyramidales, des pyramides, aux écritures des sarcophages, la momification, et autant de phénomènes métaphysiques, physiques, qui ont permis de... Mais je vous ai déjà répondu. Vous avez eu mon collègue à qui il fallait poser ce genre de questions. Je n'assume pas les problèmes de l'égyptologie. Vous savez, actuellement, professeur, les problèmes religieux... Et il n'y a pas de compétition entre nous. Non, pas du tout. Parce qu'on a décidé, une fois pour toutes, par exemple, que nous ne dirions pas si l'écriture est apparue d'abord en Mésopotamie ou d'abord en Égypte. Ça fait partie de ces tabous. Nous avons dit que nous ne parlerions pas de ça, jamais. Oui. Alors, il est nécessaire d'entretenir de bons rapports avec ses collègues. Et vous savez que ça signifie que combien votre conférence a été féconde et qui a fécondé aussi les esprits, qui vous posent des questions qui vont jusqu'en Égypte, tout ça, c'est extrêmement important. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la parole, on m'a dit de vous dire que la Bibliothèque nationale vous invite pour un petit
disons, un petit, des douceurs, des rafraîchissants. Voilà. Donc après, et en votre nom à tous, je remercie très vivement le professeur Jean-Marie Durand pour cet exposé d'une richesse absolument extraordinaire. Et je répète ce que j'ai déjà dit ce matin, nous, dans le monde arabo-islamique, dans le monde arabe en particulier, nous avons besoin de nous pencher sur ce patrimoine d'une richesse exceptionnelle, même du point de vue linguistique, car notre langue, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas être fiers de notre langue si nous ne la connaissons pas vraiment en profondeur, et nous pouvons le prétendre qu'à la lumière de ce que les astrobiologues, les sémitisants, quelle que soit la langue par ailleurs, sont en mesure de nous fournir. Et aux jeunes Tunisiens de penser qu'ils ont un patrimoine qu'il faut absolument explorer, posséder et mettre à contribution pour une meilleure connaissance de soi. Merci beaucoup encore et merci au professeur.